Donc bonjour, je suis Lola et voici ma collègue Christian. Et aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi un glaçon flotte. Premièrement, on va faire une introduction où on va poser la problématique, puis on va parler des forces en général, puis on va se focaliser sur deux forces dont vous avez déjà beaucoup entendu parler aujourd'hui, le poids et la poussée d'Archimède. On va parler de la proportion de la glace qui est immergée, on va répondre à la question est-ce que le niveau d'eau monte quand un glaçon fond, et enfin on va conclure. Donc si hypothétiquement on vous demandait pourquoi un glaçon flotte, quelle serait votre réponse instinctive? C'est une question. Parce que le glaçon il est plus léger que l'eau. Parce que la masse volumique est C'est inférieure. dans cet esprit-là. On va montrer après pourquoi est-ce que la masse volumique de la glace est inférieure à celle de l'eau, mais c'est la seule chose que vous devez savoir pour le moment. Donc, juste petite parenthèse, puisque la masse volumique de la glace est inférieure à celle de l'eau et que ça flotte, c'est aussi vrai pour les humains. Donc, les humains flottent naturellement en réalité pour ceux qui ont peur de se noyer. On va aborder ce thème d'un autre point de vue, avec le but de répondre à la question quelles sont les forces qui s'exercent sur un glaçon qui flotte? Tout objet sur la Terre est attiré par la Terre et inversement. Le poids est donc la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet à sa surface, et c'est du coup vrai pour le glaçon. Donc on a déjà notre première force appliquée au glaçon. Donc ici vous avez le centre de masse, le point d'application du coup, et la représentation du poids qui est verticale. S'il n'y aurait que le poids qui s'exerce sur le glaçon s'enfoncerait jusqu'au centre de la Terre. Or, le principe d'inertie nous dit que pour qu'un objet soit immobile, ou en mouvement rectiligne uniforme, mais en cas d'un glaçon c'est immobile, les forces qui s'exercent sur lui doivent se compenser. Et c'est très logique parce qu'en fait, dans ces situations, Lola et moi, on se pousse, donc on exerce des forces l'une sur l'autre. Si ma force elle est supérieure à la sienne, elle s'enfonce derrière. Mais si les forces qu'on exerce sont à peu près égales, on reste immobile. Donc le principe d'inertie est valide. Et c'est aussi vrai pour le glaçon qui flotte. Donc il existe une force qui a la même direction et la même valeur que le poids, mais qui a un sens opposé et qui s'exerce sur un glaçon flottant, donc la sens opposé du poids. Et donc quelle est cette force ? C'est la poussée d'Archimède. Qu'est-ce que la poussée d'Archimède et comment a-t-elle été découverte? Donc la poussée d'Archimède est en réalité ce qui est opposé au poids. C'est un savant grec, Archimède, qui, sur demande du roi Hieron II de Syracuse en Italie, qui avait une couronne. Il se doutait qu'elle n'était pas en or et qu'il serait possible que ce soit un alliage. Et du coup, il a demandé à son conseiller scientifique Archimède de vérifier si c'était de l'or. Qu'est-ce qu'il a fait Archimède? Comme Lola a dit, il a découvert que la partie immergée d'un objet plongé dans l'eau est égale à la quantité d'eau déplacée, comme vous pouvez voir. Donc ce volume et ce volume sont égaux. Il a fait exactement la même chose avec l'eau, donc avec sa couronne, pardon. Donc il a plongé la couronne dans l'eau, puis il a pris une masse identique de celle de la couronne d'or, il a plongé dans l'eau et il a comparé les volumes, la quantité d'eau déplacée, donc il a comparé cette quantité et cette quantité. Si la quantité était égale, donc et la masse et le volume sont égaux, alors ceci signifie que la masse volumique des deux corps est aussi égale. Et puisqu'on sait que la masse volumique d'un corps est une propriété de ce corps, il pourrait alors conclure que la couronne aurait été faite en or. Mais comme vous pouvez le voir aussi, ceci n'était pas le cas, donc il a découvert que la couronne était en effet un alliage. Une modélisation de la poussée d'Archimède. Vous avez ici un bateau flottant, enfin on espère, et il est du coup immobile. Le poids du bateau est vers le bas et la poussée d'Archimède est de direction verticale mais de sens vers le bas, et la poussée d'Archimède est de même direction mais de sens opposé et de même valeur, car
la somme des vecteurs est un vecteur nul, donc le principe d'inertie est bien respecté. Et ici, vous avez le liquide déplacé par le bateau, et il est en réalité, si l'on observe bien, constitué du même volume que la partie immergée du bateau, donc le volume d'eau déplacée est le même que la partie immergée de l'objet et du glaçon notamment. Donc c'est exactement ce que dit la loi d'Archimède. Elle dit que tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale vers le haut dont la valeur est égale au poids de la quantité d'eau déplacée. Vous notez bien qu'ici on a dit fluide, donc on n'a pas dit eau, donc ceci s'applique même pour des objets dans l'air. Donc, appliquons ceci alors à notre petit schéma des forces exercées sur un glaçon. Vous pouvez voir que le point d'application est différent. Ce n'est pas le centre de masse de l'iceberg ici entier, mais c'est le centre de masse de la partie immergée. La direction est bien verticale comme le poids, avec un sens opposé, et vous pouvez voir que la valeur est la même. Enfin, la longueur des flèches est identique. Voici la formule pour la poussée d'Archimède. Donc, vous avez la poussée d'Archimède qui est égale à la masse volumique de l'eau déplacée fois le volume de l'eau déplacée. Vous retrouvez d'ailleurs ici en réalité la masse de l'eau déplacée, car si on reprend la formule de la masse volumique, ρ est égal à m sur v. Pour trouver m, c'est bien ρ fois v. Donc en réalité, on retrouve multiplié par l'intensité de la pesanteur, P est égal à m fois g, donc c'est aussi une force. Avec des vraies données pour savoir quelle est la proportion de glace immergée. Et en faisant une application numérique, nous trouvons que le volume d'eau déplacée est de 0,9 cm3 pour un glaçon de 1 cm3. Pour un glaçon de 1 cm3 comme il est écrit ici. Donc nous avons alors montré que le volume d'eau déplacée est égal à 0,9 ou 90% du volume de la glace qui est donc immergée. On sait que 100 moins 90 c'est égal à 10, donc 10% de la glace est immergée. Donc chaque fois que vous mettez un glaçon dans l'eau, 90% de ce glaçon sera sous l'eau. L'eau se solidifie, sa masse reste identique. On connaît tous la loi de la conservation de la matière, tout ça, et on sait que juste parce qu'il y a un changement d'état, la masse ne change pas. Vous pouvez ici voir que, évidemment, la masse volumique de la glace est inférieure à celle de l'eau liquide. Donc, pour un même volume, il y a plus de molécules d'eau dans l'eau liquide qu'il y a de molécules d'eau dans l'eau solide, parce que pour former de la glace, les molécules de l'eau solide se mettent dans une structure cristalline. Donc évidemment, il y a plus de masse ici, donc la masse volumique de l'eau liquide est supérieure à celle de l'eau solide. En réalité, l'eau prend plus de place quand c'est de la glace. Oui. Donc, puisqu'on a appris que 90% de l'iceberg est immergé, et on sait que l'eau prend environ 10% plus de volume à l'état solide qu'à l'état liquide, à cause de sa masse volumique, on peut alors conclure que les deux se compensent, 90% à 10%, et que le niveau d'eau ne monte pas à la fonte d'un glaçon. Mais alors, comment expliquer la montée des mers ? En réalité, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est à cause de la dilatation de l'eau. À cause du changement climatique, donc l'augmentation de la température, l'eau se dilate naturellement. Merci pour votre attention. À nouveau des questions.